Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le numéro 153 avec un entraîneur international qui est déjà passé par le podcast lors de l'épisode 39. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Éric Lacroix, entraîneur de très haut niveau. Il a coaché Thomas Laure-Blanchet, Xavier Thévenard, Johan Stuck et actuellement Arthur Joyeux-Bouillon. Éric est un professeur agrégé, il dirige le service universitaire des sports de l'Université de La Réunion, mais il est également préparateur mental, mais également commentateur de l'UTMB et du Grand Raid. Bref, un athlète multicasquette avec une envie de partage et de transmission, c'est vraiment quelque chose qui l'anime. Dans cet épisode, avec Éric, nous allons évoquer la douleur et cette gestion de l'effort, que ce soit en trail ou en course à pied. Nous l'avons tous vécu, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, parfois il est difficile de trouver du plaisir dans notre pratique et cette douleur, il faut la maîtriser, il faut l'apprivoiser et Éric va nous donner quelques conseils, quelques astuces pour pouvoir tromper un petit peu notre cerveau. Éric reviendra également sur sa vision de l'entraînement, sur la perception de l'effort et pourquoi il accorde de l'importance au fait que l'athlète soit impliqué dans ses séances, dans son entraînement et dans sa gestion du sport au quotidien. Pour terminer cet épisode, nous reviendrons sur la sortie du dernier livre d'Éric qui aime rechercher, fouiller, partager, écrire et transmettre ses connaissances. Ce manuel destiné aux trailers vous permettra d'observer, de comprendre et de vous entraîner pour devenir un pro de la discipline. Vous trouverez également à l'intérieur de très jolies illustrations réalisées par Mathieu Forichon, créateur de la bande dessinée Trail, des bosses et des bulles. Alors Éric, moi je voulais te remercier pour ta disponibilité, ton expertise sur ce sujet que je t'ai soumis et ces connaissances que tu partages avec grand plaisir. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie d'Éric Lacroix, la douleur en course à pied et en trail, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Éric, merci d'être de retour sur le podcast À côté de mes pompes. Comme on le disait en off, ça fait 2 ans que nous n'avons pas échangé ensemble et je tenais à t'inviter parce que tu fais partie des personnages de la course à pied, du trail, mais également de la préparation mentale. En fait, tu as de nombreuses cordes à ton arc. Donc, merci d'avoir accepté ce retour sur le podcast À côté de mes pompes. Je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Ouais, bonjour Sébastien, puis aussi je te renvoie la balle, hein. Merci de m'avoir invité à ton podcast que je suis avec une grande attention. Et c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on s'était vu et depuis il a pas mal, on va dire, coulé d'eau sous les ponts, c'est ce qu'on va dire, ou dans les torrents. Pour me présenter rapidement, effectivement, je suis directeur du service des sports de l'Université de La Réunion et surtout aussi, on va dire, coureur à pied depuis 1983. C'est quelque chose qui m'a vraiment conduit dans mon mode de vie. Et donc, j'ai fait pas mal de recherches, que ce soit coach sportif et puis désormais la préparation mentale, les neurosciences. Toute une version un peu holistique de la pratique. Et je suis de plus en plus là sur l'ultra-trail et l'addiction à l'ultra-trail. Voilà. Pour certains auditeurs, ta voix leur sera familière puisque tu es une des voix de l'UTMB. On t'entend sur ces commentaires durant de nombreuses heures pendant cette grande messe du trail à la fin de l'été et puis également sur le Grand Raid de la Réunion. Tu aimes partager justement ton expérience, ton récit, on va dire, de coureur tel que tu as pu l'être à travers donc ces grands rassemblements, même si tu ne pratiques peut-être plus autant qu'auparavant. Ouais, c'est ce que tu évoques, le côté consulting. Je pense que dès l'instant où on parle du mindset, moi je parle de mindset, c'est-à-dire la capacité à comprendre le sens qu'on veut mettre dans notre vie. Moi, c'est vraiment le côté du partage, le côté de la recherche, et dans une discipline qui est, à mon avis, vraiment dans l'air du temps, c'est-à-dire l'ultra-trail notamment. Donc c'est vrai que je commente sur l'ultra-trail du Mont Blanc depuis 2017 et puis sur le Grand Raid depuis 2008. Donc ça fait pas mal et j'ai loupé aucune audition pour l'instant. Et je suis assez content de pouvoir partager finalement pas mal de fils conducteurs qui sont liés au live, qui sont liés aussi
à la pratique de l'entraînement et de plus en plus, on va vers ce versant mental de l'absolutisme, voire la performance jusqu'à un peu addictif. C'est peut-être ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, je crois, sur la thématique. Alors, la thématique, tu me tends la perche là. Je voulais aborder avec toi cette gestion de la douleur, à la fois en course à pied, mais également en trail. Comment on peut aujourd'hui accepter cette douleur? Comment on peut la contourner? Est-ce qu'il est possible de biaiser un petit peu notre cerveau pour évacuer ces douleurs qui émaillent notre pratique, hein? On a peut-être à l'entraînement, en compétition, connu tous et toutes des blessures. Mais avant, je voulais peut-être que tu nous définisses, c'est quoi la douleur? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce phénomène? En fait, si on reprend les définitions, la première définition de l'OMS, hein, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est que ils expriment la douleur comme une expérience sensorielle, en fait, qui est émotionnelle. Donc ça, c'est important aussi, le mot émotionnel. Désagréable. Donc c'est quand même un terme voilà, de 1986, mais qui est quand même important. Mais en fait, après, quand on lit la phrase, c'est vraiment lié à un dommage tissulaire, réel ou potentiel. Donc, la douleur est souvent décrite comme quelque chose de désagréable. Donc, c'est vrai qu'on là aujourd'hui, c'est assez un peu contre-intuitif. On va parler de la douleur finalement qui serait consentie, mais la douleur reste la douleur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est quand même sensorielle, émotionnelle, voire interoceptive. On pourra un petit peu déplier tout à l'heure ça, ce côté interoceptif. Mais ça reste quand même douleur. Et il faut l'écouter. Ça veut dire que le corps envoie un message. Enfin, le corps envoie un message, oui, on va dire un peu en bottom-up, au niveau du cerveau, pour lui dire qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas tout à fait normales. Donc, c'est ça la douleur. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est une sorte de ressenti qui est subjectif. Et ce qui est important de dire là, c'est subjectif. C'est-à-dire chaque personne a un degré de douleur qui lui est propre. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de l'annoncer, que ce soit dans le médical, mais aussi dans le domaine du sport, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité à la douleur. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, quand une personne dit qu'elle a mal, il faut la croire. Donc ça, c'est important. Donc finalement, on pourrait dire résumé, hein, pour aller dans le sens de ta question, c'est la douleur, c'est quelque part, on va finalement alerter le cerveau sur qu'il y a peut-être un danger. Protéger aussi quelque part aussi, c'est-à-dire que le phénomène de douleur va pouvoir inhiber la zone altérée, donc on va venir protéger. Et puis après surtout, c'est le côté de soigner quelque chose, c'est-à-dire que le corps, notre cerveau, il est fait pour la survie. On est fait pour la survie en permanence, il faut pas l'oublier, et il faut donc protéger, alerter, protéger et soigner en fait. Voilà, moi je dirais c'est ça les fonctions de la douleur. Quand on parle de douleur, moi, je pense plutôt à la douleur physique. Tu chutes, tu te froisses un muscle, tu te fais une entorse. Là, on est dans une perception assez simple de la douleur. Quand elle est beaucoup plus sournoise, on parle de douleur mentale. Est-ce que le schéma, le fonctionnement va être le même? En fait, on a différentes douleurs, et puis on peut avoir des douleurs, ce qu'on appelle aiguës, ou des douleurs un peu plus chroniques. Mais les douleurs aiguës, c'est quelque chose quand on va se brûler, par exemple, ou quand il va avoir un bobo, donc il va avoir un signal qui va monter au cerveau. Mais on peut avoir aussi des douleurs chroniques qui sont reliées aussi parfois à des maladies ou à des problèmes particuliers. C'est là où on se trompe, c'est-à-dire il y a beaucoup de mythes et croyances sur la douleur qui serait quelque chose de très simple, mais en fait c'est très 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 complexe. C'est-à-dire on a justement ces douleurs nociceptives, hein, c'est-à-dire celles du toucher, mais aussi on peut avoir des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire des douleurs qui sont liées aux nerfs. Et parfois, ça peut même nous tromper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des zones qui soient lésées, mais on n'a pas le circuit nerveux. En fait, c'est le circuit nerveux qui va donner finalement cet appel, qui va envoyer cet appel au niveau du cerveau. Et de dire que c'est une douleur physique, oui, on peut le dire comme ça. Et par contre, quand on parle de mental, ça serait plutôt de la souffrance. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aurait un gap entre ce côté de la douleur et dès l'instant où cette douleur physique ne commence plus à être consentie. Et c'est vraiment ça, moi, que je tiens à dire. C'est-à-dire, dès l'instant où la douleur ne commence plus à être consentie, en fait, il y aurait ce gap où ça passerait dans le secteur de la souffrance. Donc, nous, on emploie des termes souvent, douleur, souffrance, sans vraiment savoir. La souffrance dans l'effort, etc. Mais la souffrance, c'est vraiment quelque chose de généré qui va s'installer mentalement.
Donc, il faut vraiment faire la part des choses, justement, entre ce côté physique. Est-ce que ça va être consenti ou pas? Et après, derrière, on évoque une souffrance, que ce soit en termes, là, on peut le retrouver d'un point de vue polysémique, dans la philosophie, que ce soit en neurophysio, que ce soit en médecine, que ce soit en physiologie. En fait, il y a vraiment ce gap entre le côté de consentement et après cette souffrance finalement qui s'installe dans le corps. Et ça, c'est important. En tant que sportif, Eric, des douleurs, des bobos, on en a de façon quasi quotidienne. Des séances où il n'y a pas un petit endroit qui nous fait mal, c'est quand même assez rare. Est-ce que pour toi, de ton regard à la fois de coach, d'athlète de haut niveau tel que tu as été, mais aussi de préparateur mental, est-ce que la douleur est acceptable? Elle est acceptable, et non seulement elle est acceptable, mais il faut l'accepter dans l'effort. Mais si on revient en fait sur le côté de la douleur et finalement la pratique sportive, sur l'effort, il va y avoir des douleurs. C'est automatique dès l'instant où on va faire une pratique qui n'est pas habituelle au corps. Il faut bouger, mais à un moment donné, il y a le degré d'intensité de l'activité physique ou de la pratique sportive qu'on va faire qui va amener ces douleurs parce que le corps n'est pas tout à fait adapté. C'est le principe de l'hormèse. Le principe de l'hormèse, c'est d'amener le corps par petites doses à pouvoir accepter finalement un degré de douleur, un degré d'effort, un degré de pas mal de choses finalement. C'est un peu le côté de Mithridate, qui son père, enfin le dieu Mithridate est mort empoisonné. Son fils a dit, je vais me donner des petites doses tous les jours parce que quand je serai empoisonné, en fait, je vais pas mourir. Et en fait, c'est ce côté d'apporter des petites zones de douleur, d'effort, etc. chaque jour et qui sont consenties. Donc, il va y avoir des douleurs d'articulation, il va y avoir des douleurs par les muscles provoquées par l'effort physique. C'est tout à fait normal parce qu'après, il y a un déséquilibre qui se fait d'un point de vue électrique, électrolytique, etc. dans le corps. Et puis après, est-ce qu'on va aller dans un seuil, par exemple, je sais très bien, la clinique du coureur, on a beaucoup parlé sur les blessures, le seuil de stress mécanique qui va au-delà en fait. C'est-à-dire que la douleur, on ne l'écoute pas, on ne l'accompagne pas, et on va dans un seuil haut, on va dire, voilà, qui va en fait mettre des contraintes très fortes d'un point de vue articulaire, musculaire, etc. Parce qu'on se dit qu'on a du mental, parce que on peut surmonter des blessures. Et là, on va finalement dans des côtés de douleur où il peut y avoir une blessure, il peut y avoir un traumatisme, etc. Et même d'enclencher une sorte de douleur chronique. C'est-à-dire que des personnes, on pourra en parler un petit peu dans ce podcast si tu veux, mais je travaille beaucoup là-dessus, sur le versant, on va dire, addictif, avec la dépendance et l'addiction. Eh bien, en fait, on va courir malgré une blessure, on va courir malgré finalement des douleurs qui s'installent énormément et on provoque finalement des douleurs chroniques et on s'adapte à des goûts de douleurs, mais vraiment qui sont délétères pour l'organisme. C'est là où il y a une bascule souvent sur les curseurs, en fait. La vie, elle est faite de ça. Elle est faite de curseurs. On va jongler, en fait, sur l'effort. Un curseur, voilà, très haut ou très bas. Et la douleur, c'est pareil. On va jouer avec des curseurs en permanence. Et souvent, la douleur, elle est liée finalement à l'effort qu'on va produire. Et c'est là la subtilité de l'entraînement et de l'entraîneur, de l'accompagnant qui est sportif. C'est de trouver en fait le degré de douleur que la personne peut accepter. Mais c'est complexe. Mais est-ce que cette douleur physique est seulement liée à l'entraînement? Tu le dis, en tant qu'accompagnant, en tant qu'encadrant, il faut peut-être connaître également le contexte dans lequel vit ton athlète, avec peut-être du stress lié à la famille, lié à une activité professionnelle. Ça, est-ce que tu constates des effets délétères sur ensuite un entraînement qui, bien que très calibré et qualitatif, va quand même provoquer des blessures? C'est là où, en fait, l'approche que j'ai, moi, au niveau de l'approche mentale, puisque nous sommes uniquement des accompagnants, nous ne sommes pas des psychologues, des psychanalystes. On se dit des fois préparateur mental, effectivement, mais on n'a pas toutes les solutions. Ce qu'il faut, c'est voir le versant holistique de la pratique, c'est-à-dire une version globale. Il faut aller chercher des fois, et approfondir, c'est-à-dire sur des points de vue philosophiques, questionner la personne sur ses valeurs, par exemple, sur ses vertus, qu'est-ce qu'elle a mis comme driver en fait dans
dans sa jeunesse qui vont l'amener en fait à pratiquer un haut degré, par exemple, et aller aussi, pourquoi pas, dans la douleur, parce que si vous avez un driver et votre père vous a dit t'es pas une poule mouillée, il faut faire des efforts dans la vie, mais arrête de te plaindre, etc. On peut peut-être avoir des drivers qui soient différents que si on a été un peu plus cocooné ou une peut-être un papa poule ou une mère poule qui vous dit attention à ça, ne fais pas ci, attention tu vas prendre froid ici, tu vas te faire mal là. On voit bien que quand même sans être psychanalyste, on voit bien que le cursus historique est quand même fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes des êtres d'habitude. On est né avec progressivement, on prend des habitudes. Et ces habitudes, c'est un peu les drivers qu'on va dire dans certaines méthodes, on va dire, d'accompagnement mental. J'aime pas trop le mot méthode, mais c'est ces drivers qui peuvent aussi finalement soit provoquer une pratique poussée vers une douleur extrême, voire une addiction à la douleur. C'est-à-dire on peut trouver des gens aussi, il faut qu'ils aient mal en fait. No pain, no gain, c'est bien ça. Est-ce qu'on n'en est pas sorti de cette théorie du no pain, no gain? Aujourd'hui, il y a peut-être des courants qui vont aller à l'encontre de cette théorie du plus l'entraînement sera difficile, plus j'arriverai facilement sur la compétition. On en est un petit peu sorti, je pense. C'est là où, en fait, je suis pas forcément trop d'accord de dire qu'on est sorti ou pas sorti. C'est qu'en fait, nous sommes des êtres effectivement sociaux aussi, et on est amené à vouloir. Je l'avais dit dans pas mal de podcasts. C'est vraiment la nécessité d'être aimé, le besoin de reconnaissance et le sentiment d'appartenance. Si ces trois vecteurs sont pas travaillés à la base, c'est pas une question collective. C'est pas de dire on en est sorti. Qui décrète à un moment donné qu'on est sorti de ce no pain no gain? Bah moi, je t'invite à aller voir dans les salles de CrossFit, de dire que si on en est sorti. Pour moi, c'est totalement faux de dire qu'on en est sorti. Les gens vont jusqu'à l'épuisement parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance. On va même très très loin. On va vraiment même fatiguer les surrénales à un certain point parce qu'il faut aller dans l'extrême. Il faut aller faire les WOD, les Work of the Day, à fond. Et si on n'a pas fait les 100 pompes, enfin, j'en passe, eh bien, on n'est pas admis, finalement, quelque part, reconnu dans la sphère à laquelle on appartient. Et c'est un petit peu la même chose en trail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que la personne a besoin de faire tant d'heures? C'est ça qu'il faut évaluer. Oui, il est évident qu'à un moment donné, quand vous faites un ultra de plus de 100 km, il va falloir s'entraîner longtemps. Mais à un moment donné, il faut passer des gaps, il faut passer des étapes sur lesquelles, progressivement, avant de faire 3 ou 4 heures par jour, il faut peut-être essayer de s'entraîner tous les jours. et c'est là où après, on revient en tant qu'entraîneur sur des principes. Et moi, j'aime beaucoup les principes, c'est-à-dire les principes de progressivité, d'alternance, et voilà, tous ces principes qu'il faut mettre et expliquer à l'athlète. Donc voilà, j'ai mis une nuance, mais je pense qu'elle est très importante parce que je suis pas convaincu qu'on a passé ce cap de dire no pain no gain. Il y en a encore beaucoup qui font. Et ça va peut-être dépendre du profil de la personne que tu as en face de toi. Avec certains, tu vas peut-être avoir un gant de velours, et puis pour d'autres, tu sais que tu vas pouvoir les bousculer parce qu'ils auront besoin peut-être de ce mode de fonctionnement. Tu as entièrement raison. Et c'est là où, dans la vie actuelle, dans la préparation, qu'elle soit sportive, mentale, il y a énormément de subtilité. Il faut comprendre qu'on est des êtres uniques. Et il faut comprendre aussi l'historique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de la personne. Donc tous ces drivers, tout ce qu'elle va voir. Et en même temps, de voir quel sens elle veut mettre à sa pratique. Parce que c'est là où, souvent, finalement, on n'a pas des éléments plus ou moins déclencheurs. Alors, il y a une fracture sociale, certes, notamment en France, parce qu'en temps de guerre, on ne fait pas du jogging, mais il y a une fracture sociale, il y a une fracture sportive de plus en plus. Et tu l'évoques, c'est-à-dire que on est confronté aussi à pousser les gens, à les culpabiliser parce qu'ils ne font pas d'activité physique. D'accord ? Vous êtes sédentaire, assis trop longtemps, il faut faire l'activité physique. Donc, il y a quand même déjà à cette étape-là de pousser les gens à bouger. C'est assez paradoxal parce qu'après, là, on est en train de parler d'une pratique, finalement, où les gens vont dans une douleur extrême. Et ils vont dans une sorte d'un circuit addictif très fort avec une douleur extrême.
c'est là où il y a ce gap, c'est-à-dire que vraiment aussi de voir effectivement la motivation profonde de la personne. Est-ce qu'elle a, elle, besoin qu'on la pousse à faire des efforts parce qu'elle n'a pas été habituée, encore une fois, dans ses drivers, ou est-ce que justement, il faut la freiner? Et c'est toute la subtilité, justement, et désormais des préparateurs mentaux, des accompagnants et même des entraîneurs ou des coachs sportifs, parce que le coach sportif peut aussi avoir ce discours et il doit l'avoir, ce discours, il doit être formé pour à un moment donné pouvoir freiner la personne, parce que si une personne a vraiment un driver très fort, de dire finalement c'est en permanence je dois être dans le rouge, bah on peut aussi à un moment donné entre guillemets courir la catastrophe, quoi. C'est-à-dire des effets délétères pour la pratique, mais notamment sur son corps pour sa santé. Donc pour terminer en fait ce propos, c'est de dire qu'en tant que coach sportif, et je dis et je répète, et c'est mon discours depuis longtemps, nous sommes responsables de la santé des athlètes. Donc on l'oublie parfois, mais il faut quand même avoir des connaissances scientifiques, il faut avoir des connaissances de terrain, il faut aller se documenter tous les jours, regarder effectivement, comprendre comment l'athlète, les sciences humaines, la philosophie, pas mal de choses, parce que on peut se tromper et on se trompe souvent. D'ailleurs, sur la personne, on pourrait lui donner des injonctions, des choses à faire ou à ne pas faire. Et c'est là vraiment la finesse. Entraîner, c'est vraiment un art d'amener les personnes justement à pouvoir s'épanouir, à pouvoir grandir dans leur pratique et aller donner les bonnes doses finalement de douleur et d'effort. Le côté entraînement, c'est tout simplement d'impulser un mouvement. Enfin, comme une roue qui entraîne quelque chose, tu as ce rôle-là. Et effectivement, au niveau des séances, justement, je sais que tu travailles beaucoup avec le ressenti post-effort, avant que peut-être que tu travailles même avec les confrères de Nolio, mais tu es attaché à cette sensation et à la perception peut-être également de cette douleur lors d'une séance, lors d'une compétition. Ça, c'est des choses que tu travailles depuis de nombreuses années. Oui, oui, c'est d'ailleurs j'ai entendu Véronique Billard sur un podcast Nolio. Ça m'a fait très très plaisir d'entendre Véronique dire qu'à un moment donné, c'est bien beau d'avoir des aspects scientifiques de VO2 max sur laquelle elle travaille beaucoup, hein, et faut faire honneur à tous ses travaux. Vraiment, c'est énorme. On a des indicateurs effectivement sur les seuils, sur pas mal de choses. Et elle dit quand même, au final, rien ne vaut le travail au ressenti d'effort. C'est-à-dire le ressenti de la personne pendant l'effort, bah oui, et notamment en trail, c'est fondamental parce que la notion de VMA, de VO2, voilà, elle vole un peu en éclats. Bien sûr qu'il faut pas la laisser de côté. C'est-à-dire, on a plein d'indicateurs qui peuvent être intéressants. Et maintenant, on a énormément, peut-être un petit peu trop aussi, de data. Et il faut savoir les exploiter. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que on prend des datas, on prend des choses sur lesquelles, ouais, on va prendre le VO2 max, on va prendre la VMA, on va mesurer les seuils, etc. Mais ça reste quand même des choses sur le terrain qui sont très difficiles en fait à mettre en œuvre in situ d'un point de vue écologique. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas le mieux, c'est de responsabiliser la personne avec son entraînement. La responsabiliser, c'est quoi? C'est lui donner des outils personnels. Et les seuls outils vraiment personnels sur lesquels il peut avoir des ressentis, c'est le ressenti d'effort, c'est le ressenti de la douleur. Donc, c'est des choses sur lesquelles Borg avait travaillé pas mal à une échelle sur 20 de douleur, d'effort, en fait, qui est un peu lié, hein, en fait, quand même, hein, parce que l'échelle de douleur, elle est sur 10 en fait, dans le médical. Hein. Mais l'échelle de Borg était sur 20, après elle est revenue sur 10. Et au bout du compte, c'est peut-être à un moment donné de dire, voilà, est-ce que je me sens bien déjà aujourd'hui, une note d'humeur, entre guillemets. Voilà, c'est ce que met Nolio en fait hein, sur la plateforme, c'est-à-dire sur l'échelle de Foster. Vous avez un petit smiley qui va être plus ou moins bien au niveau de l'humeur. Et après, au niveau de l'effort, j'ai une échelle de ressenti de 1 à 10. Si j'ai vraiment trouvé la séance très très dure, je suis pas loin des 9 sur 10 par exemple. Voilà. Et avec ça, on peut avoir une sorte d'évaluation de la charge d'entraînement, parce que la charge est assez complexe, une partie de la charge, pour voir si la personne se sent mal déjà, ou bien, ou super bien, et de voir si la séance, en fonction de son humeur, elle s'est plutôt bien passée ou ça veut pas dire que justement
Le ressenti 8, ça ne veut pas dire qu'avec un ressenti 8 avec une humeur très bien, c'est intéressant. Par contre, un ressenti, on va dire 8, 9 avec très très mal, avec justement des séances qui sont pas forcément exceptionnelles, c'est là qu'il faut peut-être regarder et alerter. Et moi, j'inclus de plus en plus maintenant des échelles de douleur. Euh, et notamment, surtout en compétition, je pense, parce que voilà, en compétition, on va se retrouver à un moment donné à avoir de la douleur, et je parlais tout à l'heure de l'accepter, de la consentir. Elle est consentie, bah oui, si on est là, et s'il y a un degré qui passe au-delà du consentement, on sent qu'elle n'est plus du tout acceptée, là, il faut peut-être justement euh, prendre peut-être d'autres décisions. Voilà, alors, je dis pas forcément abandonner, mais en tout cas, euh, il faut pas aller forcément au-delà. C'est apprendre à bien se connaître justement sur cette échelle, bien la situer. Alors après, tu as des coureurs qui refusent l'abandon, qui ne pourront pas prendre le départ d'une compétition sans franchir la ligne d'arrivée. De mettre le clignotant, pour certains, c'est impossible. Dans ces cas-là, comment on peut, quand tu es comme tu l'es accompagnant, leur faire comprendre que à aller plus loin, ils risquent de ne pas peut-être pouvoir courir pendant X semaines derrière, ou voir une progression stagner, voire derrière une régression de leur performance. Comment tu leur expliques? On est dans une configuration finalement individuelle et collective. C'est là où c'est complexe, c'est-à-dire que le regard des autres, quand on est en prépa mentale, souvent, des fois, s'il y a le regard des autres. C'est-à-dire, le regard des autres, c'est pas forcément les autres, les spectateurs, hein, ça peut être le regard des siens, de la famille, des proches, etc. On veut pas décevoir. Ça, déjà, il y a un gros travail à faire là-dessus parce que est-ce qu'on fait une pratique pour les autres ou pour soi? Donc déjà, il y a cette étape-là. C'est-à-dire que si la pratique elle est faite pour soi, après on entend la notion de plaisir. Donc après, il faut déplier cette notion de plaisir parce que effectivement, tu peux interroger. Allez, on va dire une centaine de trailers, tu vas presque en avoir 90 ou 95% qui vont dire je fais de la pratique par plaisir. Donc c'est bien, mais encore, faut-il le définir quand on voit justement ce que tu m'évoques, le fait qu'on va continuer malgré une blessure. Est-ce qu'on est vraiment dans le plaisir ou alors est-ce qu'on est parce qu'on veut pas abandonner pour le regard des autres? Voilà, c'est des questionnements qui sont intéressants. Et c'est là où aussi des gens vont se trouver, des athlètes peuvent se trouver des scénarios en disant, bah, voilà, je suis quelqu'un d'exceptionnel, voilà, je vais au-delà de la douleur. Oui, mais il y a un degré. Il y a un degré. On a vu des personnes effectivement courir avec des pieds cassés, des blessures extrêmes, etc. Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est pas à moi de juger. Mais en tout cas, c'est un travail individuel, surtout, je pense, personnel. C'est-à-dire que moi, je ne culpabilise pas. Je rends responsable les athlètes. Et ma punchline, désormais, c'est être responsable sans être coupable. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, je vais pas me culpabiliser, en fait. Je vais pas, moi non plus, je vais pas la culpabiliser, la personne. Rendre responsable, c'est finalement prendre en compte et prendre en main sa propre progression, sa propre santé. On l'a oublié, ça, dans notre société. On a tendance à aller un peu zapper de l'information un petit peu là, zapper là, regarde des autres. Tiens, il fait ça, je vais faire pareil. C'est bien, ça va. Voilà. Et on est vraiment sur un gros travail de pratique, notamment dans l'ultra, sur laquelle il faut définir ça. Parce que c'est vrai qu'on regarde souvent le haut niveau, mais le haut niveau, je peux te le dire, c'est que ils travaillent beaucoup aussi, hein, ce côté mental. Ils apprennent vraiment bien à se connaître, à aller dans tous les secteurs, ouvrir tous les tiroirs. Le sommeil, l'alimentation, le côté justement des blessures. Ils sont suivis par des kinés, ils sont suivis, voilà. Ça, faut pas l'oublier. À un moment donné, il y a une pratique professionnelle, et c'est pas parce qu'on les voit courir dans la montagne, dans la nature, très gracile et avec une super foulée qu'ils craquent pas, qu'il y a, on voit pas tout enfin, la partie de l'iceberg immergée qui est énorme sur le travail justement qu'on. Et le problème, c'est que voilà, le coureur, on va dire récréatif, que j'appelle récréatif, c'est pas péjoratif.
la personne qui ne peut s'entraîner que 3 fois, 4 fois la semaine, qui va faire un ultra, etc., peut avoir cette vision, en fait, finalement, oui, bah, je vais faire comme lui, voilà. Pourquoi je craquerais alors qu'il craque pas? Il a du mental, moi aussi j'ai du mental. Oui, mais c'est quoi le mental? Tu vois, et là, je vous invite aussi à aller dans les côtés des podcasts préparation mentale où on ne sait pas, en fait, définir. Voilà, c'est des outils, c'est le travail du cerveau, c'est pas mal de choses, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui vont switcher sur pas mal de petites connaissances. Et on va amener de la conscience, à un niveau de conscience différent. Voilà. Par rapport, Eric, à cette gestion de la douleur, tu disais tout à l'heure, il y a des coureurs, et j'en avais vu en suivant justement les retransmissions, que ce soit du Grand Raid ou de l'UTMB, faire des efforts et aller vraiment jusqu'au bout d'eux-mêmes, voire dépasser ce que le corps est capable d'endurer. Est-ce que dans ces personnages, ces athlètes qui se mettent vraiment mal dans les compétitions, est-ce que ces personnes-là ont une perception de la douleur qui est différente ou une capacité justement à repousser ce seuil de douleur encore plus loin? De tes recherches, de tes observations, qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, ouais, sans spoiler, c'est vraiment des réflexions déjà. Sur des réflexions, on pose toujours des hypothèses. En fait, les recherches scientifiques, c'est fait pour faire des recherches. D'accord? Le savoir, c'est ce qu'on ne connaît pas encore. Donc, moi, j'aime bien dire ça, ce qui permet d'aller plus loin et de se poser des questions. C'est ça qui est intéressant, de se poser des questions. Moi, je me pose des questions, effectivement, sur la capacité à certaines personnes d'aller très loin. Mais justement, je me pose aussi la question du degré du lointain. Euh, pour faire un résumé aux auditeurs qui comprennent très bien, on a ce qu'on appelle une sorte de fatigue périphérique, en fait. D'accord? On va avoir, à un moment donné, on va pousser le corps, il va avoir une fatigue périphérique. Je rejoins les propos de Guillaume Millet, qui travaille beaucoup là-dessus. Donc articulaire, musculaire, etc. On va avoir des signaux, en fait, en, en bottom-up. D'ailleurs, ça va monter au cerveau, et le cerveau, en fait, va analyser tout ça. Et il va, lui, avoir une sorte de fatigue centrale. On ne parle pas de fatigue mentale, hein. Là, on parle de fatigue centrale. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses là-haut qui nous sont complètement étrangers et inconscients, etc. Donc, lui, il va renvoyer, en fait, lui, directement, presque automatiquement, des signaux au corps pour le protéger. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, lui, le cerveau, c'est survivre. Il a besoin de beaucoup d'oxygène. Le cerveau, il fait 2% de poids de corps. Il a besoin de 20% d'énergie. Donc, il veut survivre, lui. Donc, il va renvoyer des signaux, finalement, en top-down, au corps pour freiner. D'accord? Donc, c'est pour ça que Guillaume parle finalement, de la fatigue du câblage neuromusculaire. C'est ça, en fait. Parce qu'on a encore des réserves de force dans les muscles. Mais sauf que les signaux qu'on envoie. C'est la capacité, justement, à certaines personnes, je pense, de tromper ces signaux. C'est ça, je pense qu'à un moment donné, qu'on arrive à pouvoir trouver sa zone de limite, se dépasser, se surpasser, toutes les définitions qu'on peut avoir. Après, ça dépend comment on voit les choses. Mais en fait, c'est de la capacité à un moment donné à pouvoir surmonter ça. C'est ça qui est intéressant dans l'ultra. Mais est-ce que c'est pas délétère? Est-ce que c'est dangereux? C'est aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais avoir ces signaux, je vais continuer malgré ces signaux parce que je sais que mon cerveau me trompe. Mais il y a, c'est pour dire qu'il y a une zone de douleur, un degré de douleur sur lequel peut-être aussi je vais peut-être pas dépasser. Il y a des personnes qui sont capables de faire des choses extraordinaires quand même. Et je rappelle quand même, pour le citer, parce que c'est quand même notre dieu vivant du trail, du ultra-trail, Kylian Jornet, qui, une année, j'étais au-dessus en train de filmer Kylian, qui était blessé. Alors, je sais plus quelle année c'est, je crois que c'est 2015, quand Émilie était venue avec Émilie au Grand Raid. Et il avait en fait une blessure au tenseur du fascia latin, hein, c'est-à-dire le syndrome de l'essuie-glace. Et il a fait quand même toute la deuxième moitié en boitant. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin certains vont se souvenir de ces images. Il a quand même couru sur une jambe. C'est quand même, alors, dans une descente, essayer de courir sur une jambe en boitillant, en faisant du cloche-pied, c'est quand même assez ahurissant. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Encore une fois, je suis pas là pour juger, mais je suis quand même un peu effaré et vraiment, c'est la folie, quoi, de pouvoir voir ce genre de choses. Donc, le corps est capable quand même d'aller très très loin dans le système de douleur. Alors, est-ce que ça lui était
préjudiciable ou pas, finalement, il court encore. Hein. Je me pose plein de questions là-dessus, sur ces degrés de pouvoir tromper ou pas le cerveau. Mais en tout cas, j'essaye d'avoir toujours ce bloc, rester sur le bloc santé aussi. Parce qu'on court pour le plaisir, on court pour sa santé, et Kylian Jornet est un professionnel. Voilà, on prend toujours cet exemple. Donc après, la question, c'est est-ce que le plaisir peut être lié à la douleur? Est-ce que les deux vont de pair? Ça dépend vraiment du ressenti de chacun. Mais cette douleur, Eric, que ce soit en compétition sur de l'ultra-trail, après des séances d'entraînement, comment on va pouvoir la gérer? Est-ce que tu as des moyens d'action pour justement agir sur cette douleur et essayer, comme le font ces professionnels de la course à pied et du trail, essayer de la biaiser et de la tromper un petit peu? Je dis, enfin, voilà, c'est élever son niveau de conscience, déjà, c'est important. C'est-à-dire, pour moi, un pratiquant d'ultra-trail, il ne doit pas être un robot, il ne doit pas être quelqu'un lobotomisé, en fait, par la pratique et dire, voilà, je pars dans le roi soleil, je vais faire ça, et puis finalement, il faut que je souffre. Voilà, il faut comprendre. Comprendre, c'est vraiment des termes, toujours, moi, que j'essaie d'évoquer. C'est-à-dire comprendre ma pratique. À un moment donné, pourquoi je fais telle séance? C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des personnes qui vont entraîner, ils vont dire, oh, bah, tu vas faire 15 fois 400, tu vas faire 15 fois 3000. Mais pourquoi? Faut comprendre pourquoi on va faire ça, pourquoi on va pousser à un moment donné à faire de l'intervalle training ou du fractionné, qu'on appelle. Et voilà, quel effet ça va avoir? C'est ça qui est intéressant. Où j'en suis par rapport à ça? Est-ce que je peux en faire 8, 10, 15, 20? Et là, par exemple, moi, je fais des expérimentations en ce moment avec certains athlètes sur ce côté de la mémoire cellulaire. En fait. Parce que la cellule, on l'a dit tout à l'heure avec le principe de l'hormèse, pourquoi on limiterait à un moment donné à 15? Moi, par exemple, je vais donner un seuil minimum à l'entraînement. C'est-à-dire, on parle de 400, on imagine qu'on fait les 400. Par exemple, j'ai donné 8, et s'ils sont en groupe, etc., je dis, après, vous pouvez en faire plus. Et j'ai vu, parfois, certains soirs, parce que c'était ciblé, certains ont fait 20 fois. Ils avaient besoin de travailler un petit peu plus sur la cellule et ils décrochaient pas, en fait. C'est-à-dire, leur 400 était toujours, et ils ont commencé à décrocher à partir du 19e, 20e, et ils ont fait une super séance, et ils sont super progressés derrière. Donc, si j'avais dit, par exemple, on se limite à faire 8 fois 400, est-ce qu'ils auraient eu finalement ce degré de douleur et d'effort suffisant pour progresser? C'est là où on pose la question. C'est là où c'est intéressant de voir si finalement le dosage qu'il peut y avoir au niveau de cet effort et de cette limite. Et il faut pas l'oublier, c'est pas que la compétition, c'est l'entraînement qui doit amener ça. D'ailleurs, il faut le trouver d'abord à l'entraînement. Et puis après, finalement, on va pouvoir développer avec des compétitions. Les compétitions, il faut faire un bilan. Est-ce que je tiens 100 km? Est-ce que je tiens pas? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a, d'un point de vue cellulaire, une mémoire qui s'est mise en place pour travailler sur le long? Donc, je réponds à la question, effectivement. Et là, elle est très individuelle, la réponse. C'est-à-dire que l'outil, c'est de tester et peut-être de tester un petit peu plus loin des fois l'entraînement. Sans forcément, j'ai pas parlé d'intensité. J'ai pas dit qu'il fallait aller plus vite. J'ai dit peut-être qu'il faut aller un petit peu plus loin dans la quantité et le volume. Moi, je suis quand même partisan du volume à un moment donné. Parce que l'organisme, la répétition, l'adaptation, elle se fait pas que par l'intensité. Elle se fait surtout par le volume, par la quantité qu'on va mettre chaque jour. Si un ultra-trailer commence à s'entraîner 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, comme c'est le cas, par exemple, il y a eu des Xavier Thévenard, des choses comme ça, les gars s'entraînent. Après, finalement, de faire une épreuve de 20 heures, ça passe assez bien quand même. C'est ça. C'est la différence qu'une personne qui va s'entraîner 3 fois 1 heure ou 3 fois 1 heure et demie par semaine. Donc l'entraînement est un grand laboratoire avant le révélateur de la compétition. Ah bien sûr. Je ne veux pas dire qu'il faut s'entraîner dur pour gagner facile, parce que ça serait encore là péjoratif sur le no pain, no gain. C'est s'entraîner suffisamment pour déjà habituer l'organisme à s'adapter, à accepter un certain degré de douleur et de fatigue dans la compétition, et même d'un point de vue mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il faut passer par des caps quand même, et il peut y avoir progressivement des compétitions
qui vont amener ces caps-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression, tous les ans, on met les compteurs à zéro, un peu comme à Noël. Après Noël, hop, ça y est, cette année 2023 ou 2024, je pars là-dessus. C'est comme s'il n'y avait rien de résiduel. Alors, je vais pas citer quand même tous les grands chercheurs russes, Verjankowski, enfin, Issourine, etc., qui ont travaillé sur la programmation parce que c'était une autre époque. Et une époque un peu suspecte quand même. Mais on allait sur des programmations de 4 ans, etc. Sauf que, par exemple, Issourine, il a parlé, lui, de blocs, et c'était intéressant quand même. Si on déplie un petit peu, on débloque un petit peu ce versant-là, c'est qu'il parlait, lui, de résiduel, de capacité résiduelle de l'organisme, c'est-à-dire qu'il y a toujours un résiduel de fatigue, d'entraînement sur les cellules. Il était déjà dans le côté de la mémoire cellulaire, au bout du coup. Alors, comment on va faire au quotidien, si ce n'est de tester, comme on l'a dit, pour repousser ce seuil de douleur? Est-ce que ça passe par de la visualisation, de la respiration, de la méditation? Est-ce que tu as des moyens d'action pour essayer de repousser ce seuil de douleur et sur des séances équivalentes, d'avoir un ressenti post-effort qui soit un petit peu diminué, preuve que le corps aura peut-être encaissé ces séances avec ce que tu disais tout à l'heure, cette mémoire cellulaire et cette mémorisation de l'effort? Tu m'as vu sourire. euh, Tu m'as vu sourire parce que effectivement, j'ai l'impression, si tu veux, qu'on va amener la pensée magique. Et on est dans une époque de développement personnel. Mais attention, on est dans le New Age, c'est-à-dire la pensée magique, et on dit sois fort, sois confiant, mais on donne aucun outil. Donc, et les outils, finalement, c'est pas si évident que ça. Les outils, ils sont pas globalisants, ils sont pas généraux, ils sont individuels. C'est là la difficulté justement, c'est-à-dire que certaines personnes, ça va pas du tout leur parler au début la méditation et comme tu dis, voilà. Effectivement, c'est important d'amener déjà un premier schéma, ce qui est par exemple sur la respiration. La respiration, je cite Stéphane Jansoun parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a fait la Brave Academy en France, et je trouve qu'il a amené ça aussi là, c'est-à-dire à bien respirer, c'est important. On ne parle pas encore de méditation, on ne parle pas de choses de pensée magique, c'est physiologiquement, scientifiquement prouvé. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va agir la retenue, on va agir sur le CO2. Le CO2, on a mis un mythe en disant que c'était un mauvais gaz, mais en fait, il est important. Il va développer plus d'oxygène dans les cellules. Donc, le travail de la respiration, par exemple, tout un pan à travailler là-dessus, sur l'oxyde nitrique, par exemple, si on respire par le nez, voilà, sur la vascularisation, etc. Eh bien, si on s'intéresse à ça, c'est un outil, mais un outil un peu comme l'entraînement, c'est-à-dire il faut s'y habituer et hacker un peu, je vais pas dire chaque jour, mais régulièrement à l'entraînement pour que notre respiration, elle puisse changer. Si on a, voilà, justement pas travaillé ça, c'est peut-être un secteur de progression. Parce c'est quand même la respiration qui va amener une bonne oxygénation de l'organisme, qui va amener, voilà, et la bonne oxygénation, c'est pas que l'oxygène, attention, c'est le rapport O2, CO2, etc. Tous ces rapports-là, on va pas aller dans les détails, mais voilà, donc ça c'est une première piste, mais la pensée magique, de dire qu'à un moment donné, ton cerveau, alors évidemment, il y a des gens qui font 4 jours de séminaire à 10 000 dollars et si tu veux toucher Dieu, tu payes 15 000 dollars. Puis après, tu as un tunnel de vente et qui te dit, bah, si tu veux continuer la formation, continue, mais on t'a rien donné, en fait, en sortant. Tu sais pas quoi faire. Non. La préparation mentale, les outils mentaux, c'est quand même concret à un moment donné et c'est un travail individuel avec la personne sur ce qu'il a besoin aussi et aussi faire mettre du sens. Mettre du sens, c'est quoi? Demain, Sébastien, tu me dis, je vais faire un 100 km. OK. Les objectifs, c'est quoi? On va cerner les objectifs. Mais après, tout ça, il faut ordonner et il faut contrôler. Eh bien, pour ordonner, on va mettre une planification, on va mettre en place des choses, etc. Et ordonner, ça veut dire aussi faire un état des lieux de ce que tu es comme athlète, etc. Et on va faire un mode de contrôle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va peut-être voir aussi que la respiration, c'est quelque chose qui ne te parle pas et sur lequel peut-être qu'il y a un secteur sur lequel tu pourrais progresser. Et c'est là où c'est intéressant, tu vois. Et comme ça, pas mal de petites choses sur ton profil, dans le secteur de la performance, pour faire un 100 km, on sait qu'il faut être endurant, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grande vitesse.
et qui va falloir travailler à un moment donné la fatigue, parce que la douleur va arriver dans le mental. Et là, peut-être qu'on pourra mettre finalement des pensées parades et pas des pensées magiques, parce que tu auras des pensées parasites. Tu vas te dire à un moment donné, putain, qu'est-ce que je fous là? Bah ça, c'est une pensée parasite. C'est les petits diables qui arrivent. Bah qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah non, je suis là, je me fais plaisir. Voilà, ça c'est une plan. J'ai voulu être là, c'est mon loisir, c'est tout ça. Voilà, je remets une pensée parade. Mais c'est pas une pensée magique. Il faut la travailler, il faut voilà bosser dessus avec tes mots, avec ton langage intérieur. Tu parles de visualisation, c'est pareil. On confond tout. La visualisation et l'ancrage mental, finalement, le côté de l'imagerie motrice qui est complètement différent. La visualisation, c'est pas de l'imagerie motrice, hein. L'imagerie motrice, c'est voilà, le geste, à un moment donné, comment on va faire le geste et tout ça. Il y a une confusion un petit peu parfois, et c'est surtout d'orienter les personnes sur les bons outils à un moment donné dont ils ont besoin. Et on n'est pas dans une grande méthodologie de gourou. Voilà, ça y est, j'ai tout trouvé. Non, non, il va avoir des problèmes, c'est sûr. La personne, elle aura certainement, elle va vivre des abandons ou des moments de doute, des moments difficiles, des moments d'extase. Bah, c'est la vie en fait. Et le problème de développement personnel, c'est qu'on aurait tendance à penser que justement la pensée magique est en permanence et que ça y est, on va trouver le bonheur partout. C'est chouette, c'est vendeur. C'est chouette, mais c'est très utopique. À l'image d'un plan d'entraînement, on peut pas dire que le plan d'entraînement va être destiné à tous les athlètes d'un groupe d'entraînement parce qu'ils vont avoir des particularités bien différentes avec des rythmes de vie également différents. Il y a ce besoin d'individualisation et ce que j'apprécie dans cette méthode que tu mets en avant, Eric, c'est ce côté l'athlète est au cœur finalement de sa préparation. Mais ça, c'est peut-être ton côté prof qui ressort en fait. D'intégrer finalement l'élève dans sa formation. Bah là, l'athlète est au cœur même de sa pratique et c'est ce qui va lui permettre de comprendre et d'avancer. Ouais, ce que tu évoques, effectivement, c'est peut-être un angle, peut-être un biais de confirmation que tu as. Le biais de confirmation de dire qu'on est prof, on va amener des versants pédagogiques. Les philosophes, les grands philosophes, qu'ils soient grands ou pas grands, amener ça aussi. C'est-à-dire, c'est responsabiliser une personne, voilà, l'accompagner. Être autonome, c'est être bien accompagné. C'est-à-dire que pour moi, à un moment donné, je vais être un vecteur. J'ai accéléré un peu certaines connaissances et la personne peut avoir accès. En fait, il peut se brancher, venir se brancher, et je vais lui permettre à un moment donné peut-être de sauter des étapes plus rapidement. Voilà. Mais par contre, je vais lui demander quand même de s'y intéresser. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire la respiration. Là, par exemple, je travaille avec Arthur Joyeux-Bouillon, hein, qui doit courir là, Istria et puis l'UTMB, etc. Mais là, on est sur des vecteurs, il s'est branché sur la respiration, s'est branché sur les petits outils, etc. Mais on va pas aller dans 10 000 outils. Et c'est là aussi, et d'autres personnes, ça sera pas du tout ça. J'ai d'autres athlètes, ça sera complètement différent par rapport au schéma de la performance. Mais c'est ce volant de rendre responsable qui pour moi, est fondamental parce que au bout du compte, c'est sympa d'être accompagné parce que des fois seul, moi j'étais souvent seul dans ma performance. J'ai peut-être regretté des fois de ne pas avoir de coach. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce biais-là, effectivement, de pouvoir accompagner. Mais je crois que attention, il faut avoir beaucoup d'humilité. Le coach, il doit avoir beaucoup d'humilité. Pour moi, il n'est pas forcément tout le temps à se vanter, à dire que c'est lui le meilleur coach c'est parce que finalement, le mérite, il revient à l'athlète, d'abord, premièrement. Et puis, il y a tellement de paramètres qui nous échappent qu'on est à un moment donné un petit vecteur, effectivement, de déclencheur. Mais on n'est pas déclencheur enfin, entre guillemets, on n'est pas l'héritier du talent. C'est lui, l'athlète. On va peut-être le déclencher. Oui. Mais soyons quand même très humbles. Je l'ai vécu pas plus tard qu'il y a 3 semaines hein, sur un semi que tu connais bien du côté de Chartres où j'ai passé une très très mauvaise veille de course avec un enfant hospitalisé, avec une semaine pré-compétition qui n'a pas été bonne. J'avais beau avoir fait, Eric,
une très très bonne préparation depuis le mois de janvier. Les jambes, elles étaient présentes au début de la course et sur, on va dire peut-être les endorphines, tu me diras si elles interviennent dans justement cette ébullition du début de course. Mais arrivé au 13e kilomètre, cette effervescence que j'avais et cette énergie que j'avais en début de course, elle n'était plus là. Donc on a parfois des paramètres, des parasites finalement qui viennent et qui perturbent la compétition. Mais après, comme tu le dis, je me suis posé ces questions-là. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis pas resté tranquillement au fond de mon lit alors que j'avais dormi que 4 heures? Voilà. Est-ce que ces endorphines ont pu justement me réveiller le matin pour prendre le départ du côté de Chartres, même si derrière, le résultat n'était pas à la hauteur de mes espérances? C'est intéressant tes propos parce qu'en fait, là, tu vois, on aurait pu faire un petit accompagnement mental. Déjà, t'expliquer aussi, et je vais aller à l'essentiel pour synthétiser, mais c'est très complexe, on peut durer des heures, hein, et avec une personne, on peut l'accompagner. Mais il y a 3 stades, en fait. C'est la rumination, la première, ce que tu évoques. La deuxième, ça peut être l'évitement aussi. C'est-à-dire éviter de se dire que finalement, il y a une douleur qui arrive et tout ça, mais on l'évite pas parce qu'elle revient tout le temps. Et le troisième stade, c'est vraiment ce qu'il faut travailler, c'est l'acceptation. Mais l'acceptation, ça ouvre une boîte énorme où justement, là, il y a des outils, du travail à faire avec l'athlète. Mais la rumination, elle est souvent liée en fait à un état de stress. Et le stress, on l'a sur le côté toujours négatif. Mais le stress, c'est quelque chose de physiologique, hein, qui est normal, qui nous permet de survivre. Sauf que on confond à un moment donné le stress physiologique, c'est-à-dire il y a une montée d'adrénaline et de cortisol qui va nous permettre soit de fuir, soit de combattre, soit de rester figé. Des fois, on peut rester figé. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est comprendre que c'est physiologique. Et après, c'est un état émotionnel. Ton état émotionnel dans la course était fortement relié à ton état émotionnel précédent. C'est-à-dire que tu as mis un état aversif émotionnel, qui n'est pas tout à fait un stress, qu'on appelle un stress, mais c'est un état émotionnel, qui était certainement lié à pas mal de frustration, à pas mal de peur, enfin, voilà, des sentiments mélangés, parce qu'on a une plasticité énorme et l'amygdale travaille beaucoup dans ces cas-là, et sur encoder la mémoire. Et finalement, c'est comme si c'était encore bien réchauffé quand tu vas courir. Et il y a le taux de cortisol qui va monter, qui va monter, qui va monter. Et à un moment donné, la fatigue, tu la sens beaucoup plus. Et malgré les endorphines, ça fait pas tout parce qu'en fait, on a des hormones et neurotransmetteurs un peu plus, on va dire, aversifs et des hormones neurotransmetteurs plutôt attractifs. D'accord? Donc vraiment, s'il y a un taux de cortisol qui monte, de l'adrénaline, etc., là, tu vas vers le côté aversif. Et puis après, tu as les endorphines, tu as la sérotonine, tu as l'ocytocine, t'as la dopamine. Voilà, c'est le côté plaisir. Tu trouvais plus de plaisir, donc ocytocine, bon, il fallait vraiment trouver la famille et puis se dire à un moment donné faire un câlin, ça aurait peut-être été bénéfique. La sérotonine, c'est se dire dans ta tête, bon, je suis pas une merde quand même, je me suis entraîné pendant 3 mois ou 5 mois. Est-ce que tu l'as fait? Parce que les endorphines, c'est pas ça qui va, c'est ce que tu vas trouver à l'entraînement en permanence. Donc en fait, il y avait certainement une bascule, si tu veux, sur un côté très aversif, où t'as pas su compenser à un moment donné ce côté. Et d'aller chercher de la sérotonine, c'est des outils mentaux. C'est des pensées, là. On est sur des phrases d'un langage intérieur. Hein. Au-delà des pensées, c'est un langage intérieur. Voilà, donc je t'explique grosso modo et gros doigts ce que peut être, tu vois, le début d'une prépa mentale par rapport à ça, en fait. Tu constates aujourd'hui que de plus en plus d'athlètes viennent vers toi ou vers des confrères pour travailler ce versant mental? Le problème, c'est que dans notre société, on a tendance à mettre des strates, tu vois, que ce soit dans les sciences, etc. Et au bout du compte, on reste des êtres humains. Et moi, je suis pas ni dans le dualisme cartésien. Je lis pas mal Antonio Damasio là-dessus, sur le côté justement qu'on est un être humain en entier, que le cerveau, il va avoir des actions, le corps aussi, etc. Que tout est relié. Et que quand même aussi, et c'est pour ça que je me suis intéressé aux neurosciences, parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne connaît pas encore beaucoup dans le cerveau, et notamment sur cette plasticité. Mais ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que il faut être très optimiste. C'est-à-dire que vous pouvez démarrer à 50 ans, 60 ans, 70 ans la course à pied. Hein, et ça va être dur parce que le corps, lui, va être réactif, il va réagir et il prend de l'âge. Il vieillit, les cellules vieillissent, il y a une fente musculaire, etc. Par contre, le cerveau, lui, il peut avoir de la plasticité neuronale en permanence. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même aussi compenser à un moment donné
vraiment par un travail qui est fait dans des zones pour une pratique justement réflexive. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre dans ce podcast. C'est-à-dire, à un moment donné, s'accaparer cette pratique, la comprendre, parce qu'à un moment donné, quand on la comprend, on sait ce qui va se passer dans la course. On accepte mieux. Et on va là sur l'acceptation. On va pas ruminer. On va pas dire, putain, hein, ouais, le regard des autres. Non. Et là, si je reviens un petit peu dans mes pensées, si j'ai rangé un peu mon cerveau comme je range mon bureau, bah dans la course, ça va beaucoup mieux. Hein. Tu vois, faut ordonner en fait. Tête ordonnée, course maîtrisée, on va dire. C'est une punchline qu'on pourrait lancer. Ouais, c'est pas mal. Ça me plaît. Est-ce que tu aurais, Eric, pour cette gestion de la douleur, une échelle? Est-ce qu'il y a différents stades, différents niveaux de douleur? On disait tout à l'heure, il y a peut-être des signaux d'alarme que le corps envoie et jusqu'où il ne faudrait pas aller. Est-ce que tu as des strates à nous proposer? En fait, c'est très individuel. Alors, si on part sur l'échelle de douleur quand même, parce qu'il faut quand même évoquer les recherches scientifiques et le domaine médical, il y a une recherche de douleur, c'est l'échelle de douleur EVA, EVA, qui est sur 10. Donc après, on a une échelle de douleur où il n'y a aucune douleur à zéro et on a une douleur vraiment très, très inconfortable, intolérable, on va dire, à 10 sur 10. D'accord? Ça peut être déjà un outil qu'on peut s'accaparer en course. Parce qu'en fait, c'est fortement relié à notre pratique et finalement, dès l'instant où, après cette échelle, par exemple, on imagine, on monte à 8, 9, et qu'en même temps, on passe dans la souffrance parce que la douleur commence à plus du tout être consentie, moins consentie, on va dire, parce qu'on peut rester encore dans la souffrance et l'accepter. Mais c'est encore philosophique, ça. Mais l'échelle de 10 sur Eva peut aller. Moi, aussi, il m'arrive de donner des échelles sur 3. 0, bah, pas de douleur. On peut courir sans avoir trop de douleur, en fait. Puis à 1, puis à 3, bah, c'est pareil, c'est intolérable. Un petit peu plus facile, peut-être, quand on est dans l'ultra, parce que au bout du compte, quand on est dans l'ultra, on est très fatigué, le cerveau, il rétrécit un peu. On est en système 1, on va dire, de Kahneman, c'est-à-dire on est beaucoup dans les routines, dans les heuristiques, voilà. Et vaut mieux se donner des choses simples, voilà, et les avoir travaillées en amont. Parce que dans la course, c'est trop dur de réfléchir, en fait. On peut pas réfléchir. Le cerveau, il va en plus prendre de l'oxygène et beaucoup plus et consommer. Donc, il faut pas trop consommer. Faut être bête, en fait, quand on fait un ultra. Tout le long. C'est pas grave, faut avoir le sourire alimentaire et pas trop réfléchir. Alors, dans cette quête de l'ultra, on en a parlé avec un de tes collègues, Olivier Bessy, sur l'histoire justement de la course à pied. Tu parlais tout à l'heure d'addictologie. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est la société qui va dans cette direction-là de vouloir toujours aller plus loin, plus haut, plus fort? Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce que tu constates des dérives par rapport à ces pratiques un petit peu extrêmes où le plaisir doit être encore là, parce que ces personnes doivent encore avoir quand même des intérêts à aller pratiquer leur sport, mais avec des dangers collatéraux, je dirais. Alors, c'est une question très d'actualité, très intéressante, et d'ailleurs qui sera sujet d'un magazine qui va ressortir là, qui s'appelle Forest. Donc, je donne l'exclusivité bientôt. Alors, je ne sais pas si ça va sortir au mois de mai, je pense, avec Julien Gilleron, qui va faire tout un dossier normalement sur ce versant addictif sur lequel j'ai collaboré avec lui et sur lequel on a vraiment, vraiment bien bossé et travaillé. Et ce côté de l'addiction, on est tous addicts en fait, parce qu'on a un circuit de la récompense. Donc on va aller chercher de la récompense en permanence. C'est ce que me dit mon épouse. C'est pour ça Elle me dit, Seb, ouais, t'es addict. C'est ça. Tu ne penses qu'à la course à pied. Tous. On y est tous. On y est tous parce que on a besoin à un moment donné d'illuminer notre zone de plaisir. Donc même des petits plaisirs, des plus grands plaisirs, etc. Sauf que l'addiction, elle passe dès l'instant où ce circuit de la récompense, c'est qu'il en faut toujours plus. Parce qu'on revient jamais à l'initial. C'est ça le problème. Il y a une zone, l'aire tegmentale, etc., qui va, voilà, on va aller chercher le shoot de dopamine. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va encoder quelque chose, on va encoder dans notre mémoire un plaisir. Mais sauf que derrière, en fait, est-ce qu'on a un système d'inhibition? Alors, je renvoie un petit peu, si vous voulez lire sur le système d'inhibition, Olivier Houdet, qui travaille ça avec des classes, notamment, d'élèves. Donc, c'est intéressant aussi, parce que c'est vraiment d'actualité.
est-ce qu'on arrive à inhiber à un moment donné la version de la pratique? Bah ouais, si je mange trop, bah à un moment donné, ça va me faire grossir. Est-ce que si je mange ça, ça va me faire du mal? Est-ce que si je vais trop loin dans ma douleur, on est en plein dedans. Tu vois? Donc la douleur est fortement liée à l'addiction. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que en fait notre société, c'est une société productiviste. Faut l'avouer, hein, on est sur le versant économique. Et tu l'as évoqué, postmoderne, ou voire même au-delà du postmoderne, hein, ce que dit Olivier Bessy, c'est que c'est une société vraiment basée sur la performance, le résultat absolu, se dépasser, etc. Et euh, pourquoi au final? Bon, après, c'est un débat philosophique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il peut y avoir des modulations, c'est-à-dire tout est nuance dans toutes on va dire, les historiques qu'il peut y avoir, même le yin, le yang chez les Chinois, etc., il y a toujours de la nuance. Et c'est ça qui peut être intéressant, de mettre toujours de la nuance dans ce qu'on fait. Il y a même des livres qui s'appellent L'éloge de la nuance. Et de partir du principe qu'on a une pratique d'usage. D'accord? C'est ça dans l'addiction. La première chose, c'est d'évaluer la pratique d'usage. C'est vraiment le terme, hein. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une pratique d'usage? C'est-à-dire que je vais faire du sport ou de l'activité physique parce que c'est un réel besoin pour ma santé, pour maigrir, pour me sentir bien, pour retrouver du plaisir, pour machin. Et après, cette notion justement de récompense, c'est on monte un peu, justement, quand on va dans l'addiction, c'est que on monte sur une échelle puisqu'on parlait du plaisir. Est-ce que si je vais tous les jours faire un footing d'une heure, finalement, j'ai toujours à me faire plaisir? Bah non, le problème, c'est le corps, il va s'adapter, il va falloir faire un petit peu plus, ou alors je vais faire un petit peu plus ailleurs pour trouver un peu un circuit addictif ailleurs. Et dans la course, bah en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je vais continuer à chercher du plaisir, donc je vais monter dans l'addiction, donc je vais en faire plus. Et en fait, là, on est sur l'échelle du temps et de la performance, hein, et on va monter encore. Et là, en fait, on va finalement, au-delà du plaisir, on va aller chercher la douleur, on va aller chercher la souffrance. Et après, il y a même des échelles où on peut tomber vraiment très haut. C'est-à-dire là, il y a aussi en abscisse le côté de l'addiction et le côté de la performance. C'est-à-dire que là, on va monter et on va se retrouver en circuit souffrance non consentie, douleur non consentie, souffrance extrême, etc. Et là, on peut être dans un schéma addictif. C'est-à-dire qu'on va quand même, malgré la souffrance, malgré la douleur, etc., se dire qu'on va se faire plaisir, on va le chercher parce que ça devient une habitude. Et parce que ça fait travailler à fond le circuit de la récompense. Et là, bah, il peut y avoir des effets délétères. Alors, ce qui est très, très paradoxal, c'est qu'en fait, on est dans des addictions sans produit. Les addictions avec produits sont très dangereuses. C'est-à-dire le tabac, c'est de la merde, l'alcool, voilà, etc. Tout ça, c'est des addictions. Et je parle pas de la cocaïne et des amals et des machins, tout ça, hein. C'est des addictions. D'accord? De produits. C'est-à-dire qu'on va les chercher à planer ou à s'exciter. D'accord? Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on commence à avoir un circuit, des addictions, de la dépendance qu'on appelle. La dépendance, c'est pas tout à fait encore l'addiction. C'est des définitions un peu bizarres, mais dans une pratique sportive, alors qu'on dit que c'est bien pour le corps, je préfère quand même dire qu'on est des dépendants. Déjà, dans un premier temps, et c'est là justement où il faut aller chercher la nuance. Et le problème, c'est qu'il peut y avoir des basculements, c'est-à-dire des gens qui ne trouveraient plus forcément l'addiction parce qu'ils vont être blessés ou ils vont s'arrêter leur carrière sportive. Il y a eu des études qui ont été faites, que ce soit à l'INSEP ou d'autres recherches scientifiques, je vous invite à aller voir, sur le fait qu'on peut basculer dans d'autres addictions et avec des produits, malheureusement. Soit on va bouffer beaucoup, on va grossir, ou soit on va aller chercher les addictions parce que comme on a créé un circuit de la récompense énorme pour sa pratique sportive, bah faut aller bien la compenser, hein. Et si on fait pas le boulot, comme on est tous addicts et que le degré d'addiction était tellement énorme, la personne qui s'entraîne 2 fois par jour, qu'est-ce qu'elle fait si elle arrête complètement? Oui, c'est là où on voit justement la difficulté, c'est que dès qu'on prive un athlète de sa pratique, est-ce qu'il le vit bien et où est-ce que ça entraîne peut-être des perturbations sur le plan familial, sur le plan professionnel? Enfin, je pense qu'après, c'est une sphère un petit peu globale qu'il faut analyser et prendre en compte pour voir à quel degré d'addiction
C'est on ça. se trouve. De dépendance d'abord en tant Il qu'athlète, y a de la dépendance et d'abord. après, voilà, Mhm. au niveau de Ouais, l'addiction. et en fait, il y a des questionnaires. Il y a des questionnaires qui existent, de toute façon. Mais comme tu l'évoques et tu l'as très, très, très bien dit pour synthétiser ce processus d'addiction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que demain ou après-demain, si j'y vais pas, est-ce que ça va vraiment me manquer, quoi? Est-ce que je vais oublier à un moment donné, moi j'étais addict, je peux le dire, c'est un peu comme l'essentiel alcoolique qui se confie, tu sais, d'aller courir le jour de ton mariage ou d'aller courir le jour de la naissance de tes enfants, quelque part, voilà, ça pose problème quand même, ça pose débat. Alors est-ce que c'est pour être bien? Est-ce que voilà, il y a une addiction quand même quelque part. C'est-à-dire que on n'est pas capable de prendre une journée de repos, on se culpabilise en fait. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de responsable mais pas coupable. C'est rendre l'athlète responsable mais pas coupable. Et là aussi, il y a un gros travail sur l'addiction en fait. De le rendre responsable, ça veut dire qu'il peut aussi lui-même se donner des jours de repos, de savoir arrêter s'il faut arrêter, de savoir se soigner. On parle d'athlètes des fois qui veulent pas se faire opérer, puis on en voit. J'ai fait un podcast avec Blandine à l'Hirondelle sur le fait que voilà, elle a accepté à un moment donné de se faire opérer. C'est intelligent. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas sur le versant pur addictif. Quelqu'un qui veut s'arrêter pour se faire opérer pour son bien et est capable d'attendre quelques mois, c'est quand même c'est bien, c'est important. D'où l'intérêt peut-être d'avoir un accompagnant. Tu le disais, hein, ne pas avoir eu dans ton début de carrière Mhm. de coach, si tu en avais eu un, peut-être que tu aurais Oui, eu moins d'addiction oui, oui, ou oui. moins Ouais. de dommages Ouais, collatéraux. on a été une autre époque, je crois. Enfin, je vais pas parler comme un vieux, c'est comme dirait, si tu veux, Don Quichotte, les moulins, c'était mieux avant. Comme- C'est toute une nuance, mais je vais pas dire que c'était mieux avant. Non, je pense que c'était différent. Et mais s'il y avait une logique de performance, peut-être pas celle qu'on a maintenant par rapport au réseau et l'image qu'on peut donner, mais d'aller chercher quand même une quête du résultat, de la performance et du résultat en athlétisme, c'est-à-dire chiffré, très record. Et il faut en faire beaucoup, beaucoup pour réussir. C'est toujours le cas, il faut en faire beaucoup pour réussir, mais peut-être d'une autre manière, c'est-à-dire plus réfléchi, plus posé, plus planifié, avec des phases. Et moi, je me donnais pas beaucoup de phases en fait dans l'année. C'était 8 9 000 kilomètres dans l'année, quoi. Ce qui est énorme. Est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'il y a une banalisation de ces épreuves ultra distance? Cette quête du toujours plus, du toujours plus grandiose avec plus de dénivelé, plus de kilomètres? Alors, euh, c'est vrai que là encore, il y a une nuance. Parce qu'en fait, il faudrait pas confondre la banalisation de la médiatisation. C'est-à-dire, c'est bien qu'il y ait une médiatisation. Moi, je trouve ça bien parce que ça permet, on parle justement de sédentarité, de pratique sportive pour faire du sport. Donc finalement, de médiatiser un sport lui permet quand même voilà, de donner envie, d'aller dans les sentiers, d'aller chercher du collectif, etc. Moi, je trouve ça chouette. La banalisation, c'est peut-être un autre concept sur le fait que tu voudrais peut-être évoquer le côté de la surenchère un peu du long. Tu vois, c'est-à-dire que ce serait peut-être ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pas faire un ultra trail, un grand raid ou un UTMB comme on va faire le marathon, quoi. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'attention de banaliser quand même des efforts qui sont très très longs, même si les recherches de Guillaume Millet, etc., sur les chercheurs disent que finalement, c'est pas si dangereux que ça. Mais on a du recul par rapport aux recherches. C'est vrai que c'est pas si dangereux ça par rapport à un marathon, parce que là, le marathon, c'est un degré d'intensité. Puis on l'a vu nous-mêmes avec la chaleur. On fait des études ici sur la chaleur. On s'est aperçu que le corps, il montait pas très haut en température, pas plus de 40, alors que sur un marathon, il peut monter vraiment dessus. Donc il y a le degré d'intensité. Par contre, d'un point de vue traumatique, et moi je dirais oui, pas forcément plus, mais on n'a pas encore suffisamment de recul sur les incidences, on va dire, mentales, je pense. Euh, on n'a pas fait vraiment d'études encore sur le côté un peu des primes derrière post-course, etc. Parce que les gens se mettent tellement dans le museau
des trucs énormes et je pense qu'il y a des phases un peu dépressives, un peu de déprime, etc. quand on peut plus en faire ou derrière une épreuve, quand on a réalisé sa quête et son rêve, quoi. Parce qu'on peut pas répéter. Et le fait, et donc c'est pour ça qu'on va peut-être rechercher de la quête à vouloir faire des ultras, beaucoup d'ultras, et c'est là que ça devient une banalisation, effectivement. Je pense. Hein. Mais ce serait intéressant, ce genre d'études Mmh. a posteriori, c'est-à-dire Mmh. à une année Ouais, après, 2 années après, ce que deviennent ces coureurs après avoir obtenu leur Graal, en fait, ouais, cette course qu'ils visaient, et ouais, ouais. qu'est-ce qu'ils ont en Mmh. fait ressenti dans les jours, dans les semaines qui ont suivi la course. Est-ce qu'il y a eu vraiment cette grande descente, cette dépression après avoir travaillé, œuvré, préparé pendant de longs mois cette course? Ce serait intéressant à aller analyser, Ouais, en ouais. effet. On lance un appel peut-être à des psychologues du sport et ceux qui travaillent là-dessus, peut-être justement aller sur des courses d'ultra et faites des questionnaires, des questionnements, des analyses, etc. Ça pourrait être, ouais, ouais, ça pourrait être intéressant, même si, enfin, c'est souvent des questionnaires là justement qui sont anonymes, donc c'est là où c'est aussi, voilà, on peut se lancer et être vraiment être sincère. Voilà, la sincérité elle est importante parce que la recherche est sur la psychologie, c'est là, psychanalyse, etc. Scientifiquement, qu'est-ce qu'on a? La personne peut jouer un rôle. Hein, c'est Lévinas qui parle de masque et de vrai visage. On peut aussi avoir un masque et dire bah non, je souffre pas, bah non, je déprime pas. Et puis en fait, la réalité, c'est que je suis au fond du trou, quoi. Donc il y a quand même cette nuance difficile parce que le physiologiste, lui, il va pouvoir avoir de la matière. Alors, on va pouvoir mesurer des taux de lactate, des indicateurs de fatigue, des marqueurs de fatigue, créatine phosphokinase, enfin j'en parle, des marqueurs musculaires, tout ça. Mais on se trimballe pas avec un IRM fonctionnel sur la course et on voit pas toutes les zones. Voilà, peut-être que ça sera, je pense, l'avenir si on miniaturise un petit peu les IRM fonctionnels et que on puisse faire des analyses en cours, ça serait génial, je pense, déjà au moins d'avoir un petit peu le connectome du cerveau en image, ça serait top. Je pense que ce serait pas mal. Bon, tu as encore de belles heures de recherche, Eric, devant toi. Mais avant cela, Ouais. ben, on va parler de ton actu avec un Mhm. nouvel ouvrage qui va sortir donc autour du trail, le manuel ultime. Alors le titre est vraiment punchy. Observer, comprendre et s'entraîner, ce sont les trois axes de ce nouvel ouvrage que tu sors donc aux éditions Amphora avec de belles illustrations du côté des bosses et des bulles. C'est encore Ouais, cet avec illustrateur Mathieu. qui t'accompagne. Ouais, c'est Mathieu Forichon que je salue. Et je lui enverrai le lien du podcast comme ça. Mais c'est vrai qu'avec Mathieu, on se connaît depuis 2012 et on avait déjà commencé à discuter de ce projet. On l'a mis en place et on a sorti déjà les deux tomes 2018. Donc on a mis du temps quand même. Et puis là, l'idée, c'était pendant un an, voire un petit peu un an et demi, je crois, de réactualiser vraiment tome 1 et tome 2. Donc on a enlevé tout le côté historique, hein, la première partie, et l'actualiser vraiment sur un peu les connaissances qu'on a évoquées là. Alors tout n'est pas mis encore et j'ai encore des projets. J'ai vraiment envie. Je travaille sur un ouvrage vraiment à l'avenir, mais ça va me prendre pas mal d'années, je pense, pas mal de mois au moins, pas mal d'années. Mais là, on est sur l'ultra trail, le trail et l'ultra trail, et je pense qu'il y a des versants mentaux qui manquaient dans les deux tomes. Alors, c'est bien pour caler les portes, parce que le tome 1, déjà, il faisait 1 kilo. Le tome 2 était un peu plus petit et on a regroupé. Et je remercie Édition Amphora d'avoir pu vouloir faire un volume de 560 pages quand même. Donc là, si vous voulez caler les portes, vous pouvez caler les portes de garage aussi. C'est bon. En tout cas, faut pas le lire comme un roman, ça c'est sûr. Il faut l'avoir un peu, je le dis toujours, comme un petit livre de chevet, de choses. Ah bah tiens, je pratique ça, je vais regarder, je vais aller un peu gratter là-dessus, tel chapitre, regarder, puis il y a des plans d'entraînement toujours. Là, il y a des petites nouveautés dans les plannings d'entraînement, notamment sur des séances que j'appelle mixtes, c'est-à-dire des montées-descentes, travailler montée-descente et puis aussi sur du plat, travailler uniquement en montée, puis après beaucoup de plats, un petit peu les séances à Kylian Jornet, hein, voilà, des petites nouveautés dedans, mais enfin, je me suis bien éclaté, puis des nouveaux dessins de Mathieu, c'est génial. Donc le livre, on peut s'en servir quand on fait ta séance préférée du Myocross Max. On la met sur les genoux et on apporte un peu de difficulté.
C'est exactement ça. Je sais plus combien fait de kilos, hein, 560 pages, parce que l'autre, il faisait 400 pages, donc on peut imaginer, ça va faire pas mal. Ouais, c'est vrai que le concept de Microsmax, c'est quelque chose que j'avais lancé, alors qui n'a pas toujours été bien compris, effectivement, il y a des critiques et je le comprends, mais les gens le prenaient comme une individualité, enfin une portion, c'est-à-dire faire une chaise et après une montée, sauf que c'est pas intéressant, ça, c'est l'enchaînement qui est intéressant. Enfin, je sais pas si tu as, pratiqué, mais quand tu commences à la quatrième, la cinquième, c'est là que ça commence à être intéressant sur l'enchaînement en fait musculaire parce qu'on fait des resets en permanence entre un registre de contraction isométrique, excentrique en montée, concentrique en montée, excentrique en descente. Donc voilà. Alors moi, je les pratique même, ouais, Eric, à plat, toi, sur la piste. Des fois, un petit peu de ouais, chaise bien et je sûr. repars après sur la piste pour un tour ou pour seulement 200 mètres. Mais on sent bien, oui, quand les séries et les répétitions avancent, que ça commence à chatouiller un petit peu les muscles. Ouais, il y a eu des recherches scientifiques qui ont été faites avec des étudiants à Besançon dessus. Après, de dire que finalement il y a des progressions. Alors, je pense qu'il y a des mieux d'un point de vue musculaire. Les recherches scientifiques n'ont pas montré vraiment ce versant, on va dire, mais moi je crois beaucoup à cet aspect ludique. Voilà. Et les recherches n'ont pas forcément été faites sur ce côté-là, c'est-à-dire on se retrouve à faire des chaises à côté, ou tout seul ou machin. Et finalement, ça permet de reposer un petit peu le cardio, en même temps de travailler sur un enchaînement assez ludique. Je trouve ça sympa. Voilà, de mettre du jeu, en fait. Il faut pas oublier qu'on fait du jeu quand on s'entraîne. C'est ce que je voulais apporter, que ce soit sur les séances de Biocrosspack ou du GR et des choses comme ça. Apporter de la nouveauté, mais surtout du jeu. Du jeu GUE, hein. JE. En tout cas, elles sont ludiques. Elles plaisent aux personnes à qui je peux les faire faire. Et moi-même, j'y prends quand même beaucoup de plaisir. Et J'espère. c'est là l'essentiel. Alors, Eric, en dehors de tout ce que tu fais là, quelle sera ton actualité, que ce soit sportif, mais également sur ces futurs événements que sont l'UTMB et le Grand Raid? Tu seras de nouveau au micro? Oui, oui, normalement, si tout va bien, si ma santé me le permet, mais moi, je suis en bonne santé, très bonne santé, hein. Mais moi, je fais plus de compétition, donc je cours tous les jours, 1 heure par jour, j'écoute un podcast tous les jours, je lis, j'essaye de lire régulièrement 1/2 heure à 1 heure par jour. Voilà, c'est toujours l'actualité, on va dire quotidienne, les hacks que je fais, de la respiration. Et à côté de ça, oui, les actualités vont être basées. Là, il y a Istria demain. Alors, je sais pas, voilà, on enregistre aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que je passera, mais en tout cas, il y a Istria à UTMB que je vais commenter. Après, il y aura la Transvulcania, normalement, que je devrais commenter. Je serai à l'UTMB, personnellement, donc en présentiel là-bas. J'adore au niveau d'être dans l'ambiance, c'est une grande fête, quoi, enfin, émotionnellement, etc. Le Grand Raid, oui, normalement aussi, devrait avoir le canal Grand Raid cette année, mais si tout va bien, normalement, ça devrait se faire. Voilà les grandes étapes, et puis suivre aussi les athlètes, quelques athlètes que j'entraîne, voilà, c'est sympa, comme Arthur Joyeux-Bouillon, c'est vraiment des projets. J'ai quelques athlètes que je suis. Bon, c'est pas de l'activité, on va dire, mais en tout cas, moi, ça fait partie aussi de mon quotidien. Et puis dans mon boulot, voilà, c'est essayer de faire des événements, peut-être pourquoi pas réalimenter un peu le côté universitaire en trail. On aimerait bien un jour faire une Coupe du Monde, un championnat du monde de trail universitaire à La Réunion. Donc, on essaie de bosser là-dessus. Après, c'est d'autres débats plus politiques. Alors Eric, moi j'avais une dernière question que je ne t'avais pas posée lors de ton premier passage, épisode 39 sur le podcast. Ce serait que tu puisses me donner un moment où tu es complètement à côté de tes pompes, c'est-à-dire en dehors de tout lien avec une pratique sportive, de coaching ou d'accompagnement d'athlètes de haut niveau. Où je suis à côté de mes pompes, ouais, c'est une bonne question. D'ailleurs, c'est le titre de ton podcast. Tout à fait. Donc, alors être à côté de mes pompes, ça veut dire que j'ai plus trop de contrôle, hein, c'est ça? C'est quelque chose que tu aimes Que, faire en dehors de tout ce que tu fais en lien avec le monde sportif. ah, Je t'aiguille un petit peu.
Oui, parce qu'en fait, c'est être à côté de ses pompes, tu vois, l'expression, des fois, elle peut être comprise différemment. Moi, je dirais que moi, c'est les voyages, quoi. J'aime vraiment, en fait, je pense plus du tout, vraiment, course à pied. Là, vraiment, c'est plus difficile parce que maintenant, on parle de bilan carbone, de choses comme ça, mais je trouve que de pouvoir voyager, de se mettre dans un pays différent, par exemple, j'ai fait les pays asiatiques ou voilà, certains pays, bah, je suis vraiment à côté de mes pompes, c'est-à-dire, je pense absolument pas du tout, mais du tout à la course à pied. Je suis complètement déconnecté. Alors, je marche parce que j'essaye quand même de toujours avoir une pratique et je marche beaucoup. Je fais 10-12 km par jour, mais dans le voyage, c'est inclus dans le voyage, on va dire, dans les visites, dans les visites de pas mal de choses. Et voilà, je suis un grand admirateur on va dire, de l'art, quel qu'il soit, quand je vais voyager, et de la culture aussi, et de la nourriture aussi. Donc ça aussi, je suis à côté de mes pompes. Sur la bouffe, je teste. J'adore tester. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Eh bien, Eric, je te remercie pour ce long échange que nous avons pu avoir aujourd'hui. Au plaisir de te croiser, toujours par l'Eure-et-Loire, si tu es de passage du côté de Chartres, Oui, tu me fais un petit coucou. Et merci à toi pour nous avoir éclairé sur ce qu'est la douleur, comment on peut l'appréhender avec, on l'a dit, cette individualisation. Si vous voulez un accompagnement, vous pouvez contacter Eric. Il vous aidera justement sur ce plan mental et sur tout ce qu'il y a autour de notre activité running. Merci à toi, Eric. merci beaucoup Sébastien, et puis vraiment un super échange pour les auditeurs, pour continuer et avoir des outils, on va dire, pour la passion qu'ils vivent dans la course à pied et le trail. Eh bien, chers auditeurs, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.